En manchette, aujourd'hui, le Festival de la Naudière a un nouveau président. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 13 janvier. Le Festival de la Naudière, le festival de musique, donc, a un nouveau président au niveau du conseil d'administration à la personne de Charles Millard, qui est directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Grâce à cette implication, on veut créer encore plus de maillage entre le monde des affaires et le milieu culturel. M. Millard nous parle de son implication au sein de ce conseil d'administration dans la région Lanaudière. On l'écoute. Je suis en compagnie de M. Charles Millard, qui est le nouveau président pour le Festival de la Naudière, mais ça, c'est votre côté bénévolat. Votre côté aussi, vous êtes le directeur général des chambres de commerce, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est bien ça? Voilà, PDG de la FCCQ, oui, depuis 3 ans. C'est ça. Donc, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue-là. On a su que donc vous êtes le nouveau président du conseil d'administration du Festival de la Naudière. En premier lieu, qu'est-ce que j'aimerais savoir de votre part? Qu'est-ce qui vous a amené à aller au conseil d'administration d'un festival, d'un OBNL, qui est premièrement dans la région de la Naudière? Premièrement, c'est une belle région, là, on vient d'ici. Mais c'était quoi votre première motivation, votre première incitation de vouloir s'impliquer dans un organisme tel que le festival? Là? Parce qu'il faut s'entendre que c'est quand même une activité, un organisme qui fait des événements assez nichés. Et c'était quoi votre premier but dans cette organisation-là? Merci beaucoup pour l'invitation de m'entretenir avec vous. Premièrement, je vous dirais que ma première implication au festival, c'était d'être un festivalier. Donc, vraiment, je fréquente le Festival de la Naudière depuis, je vous dirais, 10 ans. Alors, depuis 10 ans, je fais la navette pour aller voir les différents concerts à Joliette. Alors, je me suis joint au conseil d'administration il y a déjà plus d'1 an. Et à ce moment-là, donc, on m'a proposé dans les dernières semaines de devenir président du conseil. J'ai quand même une expérience, je dirais, de plusieurs années dans les conseils d'administration du milieu culturel. Donc, bien que je sois issu du milieu des affaires, je pense que c'est important que la communauté d'affaires s'implique dans le secteur culturel. Et les belles trouvailles culturelles ne sont pas seulement à Montréal et à Québec, sont beaucoup aussi dans nos régions. Donc, moi, je suis très fier de pouvoir m'associer à la région de la Naudière. Puis, ça fait partie aussi du mandat de la Fédération des chambres de commerce de contribuer au développement économique de nos régions, alors aussi bien le faire à titre bénévole aussi au festival. Ça me surprend, je vais vous dire, parce que oui, j'ai lu un petit peu les communiqués, mais je pense que qu'est-ce qui vous a rejoint avec le festival? Parce que c'est de la musique classique, ça peut être ardu, vous êtes jeune, c'est pas un reproche, c'est une constatation. Un festival comme la Naudière tente de rejoindre justement la population plus jeune, de renouveler son auditoire, mais venant d'un jeune, justement, de dire « Je t'ai intéressé à la musique classique depuis 10 ans au festival », c'est quoi qui vous a amené là? Vous étiez un musicien? Vous étiez quelqu'un? Ou c'était la découverte? C'est quoi qui vous a amené au festival? J'ai fait du piano et du trombone pendant quelques années, mais la musique classique, pour moi, c'est une musique qui parle à tout le monde. Alors, on a peut-être, je vous dirais, au niveau marketing, une image à changer, mais moi, j'ai beaucoup d'amis aussi dans la trentaine, la quarantaine, même la vingtaine, qui aiment beaucoup la musique classique. Alors, le festival s'adresse vraiment à tout le monde et ce qui est magique au festival, c'est que on amène les plus grands talents de chez nous, oui, mais aussi de l'international à Joliette, dans la Naudière, à l'amphithéâtre Lindsay, mais aussi dans les différentes églises aussi de la région, mais aussi maintenant dans des lieux plus inusités, entre autres dans le secteur agro-touristique. On fait des choses de plus en plus, je vous dirais, qui sortent de la boîte. Alors moi, j'ai la prétention et l'ambition que le festival parle à tout le monde, de 7 à 77 ans, comme on disait pour Tintin. Donc,
votre implication a commencé il y a environ 1 an au niveau du conseil d'administration. Vous allez me dire c'est un très beau conseil. Là. Je pense pas que ça soit du fait de que vous auriez des reproches à faire parce que vous êtes encore plus impliqué. Mais votre première impression, justement, quand vous êtes rentré dans ce conseil-là, quand vous avez rencontré Arnaud, puis pas Arnaud, Renaud, excuse-moi, puis je cherche M. Roy, là, je cherche son prénom, excuse-moi. Pardon? Xavier, c'est ça. Les 2 jeunes, maintenant, qui prenaient la barre du festival en tant qu'on pourrait dire au niveau exécutif, au niveau vraiment de la programmation, est-ce que c'était une belle découverte pour vous d'avoir ces jeunes-là qui veulent faire progresser le festival? Et est-ce que c'est ça qui vous avait amené à aller au conseil? Premièrement, sur la question du conseil, effectivement, je pense qu'on a un conseil d'administration qui est très enviable. J'en ai fait beaucoup dans le milieu culturel. Premièrement, on a une parité homme-femme, je trouve ça important de le mentionner. On a beaucoup de gens aussi qui viennent de la région. Je pense à Pierre Lambert. Il y a plusieurs membres, notre secrétaire trésorière aussi. Caroline Tuat aussi qui est là. Mais on a aussi des gens de l'extérieur. C'est important parce qu'on veut que le festival rayonne à l'extérieur de la Naudière aussi. On veut amener les gens à la Naudière. Alors, ça nous prend des gens d'ailleurs aussi qui ont des réseaux qui font que les gens vont venir tenter l'expérience à la Naudière. Alors, on a des gens aussi de TV5 qui sont sur le conseil d'administration, de Desjardins, d'Hydro-Québec. Donc, vraiment, on a un conseil là, qui se renouvelle de très belle façon. Puis sur nos dirigeants, ben écoutez, encore une fois, dans le milieu culturel, Xavier et Renaud ont une excellente réputation. Les gens ne savent peut-être pas, mais Renaud Loranger, donc notre directeur artistique, est certainement un des Québécois qui a le meilleur réseau international, le meilleur carnet d'adresses partout dans le monde pour parler aux grands artistes. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette qualité-là. Et Xavier a un parcours exemplaire aussi dans le milieu de la musique, était à l'Opéra de Montréal, a fait des études aussi au Royaume-Uni. Donc vraiment, là, c'est de très haute tenue. Puis moi, ça a contribué à mon intérêt aussi à participer aux activités du festival. OK. Je vais vous ramener un petit peu, vous disiez, l'amalgame économique, les entreprises versus le culturel. Pour vous, c'est vraiment quelque chose maintenant qui doit être, comment je peux dire ça, qui doit aller main dans la main. Est-ce que justement la participation des entreprises, d'avoir des belles commandites, d'avoir des belles philanthropies, c'est quelque chose qui va motiver encore votre présidence et qui va essayer d'amener le festival encore sur d'autres, je veux dire, d'autres cieux dans un certain sens, là? C'est critique que la communauté d'affaires s'implique dans le développement culturel régional. Ça a toujours été. J'ajoute à ça maintenant qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, avec le besoin de développer nos régions, avoir une offre culturelle intéressante, ça fait partie, mais aussi des critères de sélection d'aller vivre dans une région versus dans une autre. Alors là, on manque de monde partout dans nos commerces, dans nos industries. Et pour que les gens choisissent notre région, donc choisissent, par exemple, la Naudière dans le cadre ici, ben ça prend des emplois, ça prend des services de garde, ça prend des logements, ça prend du transport routier, mais ça prend aussi une offre socio-culturelle intéressante. Alors, je regarde les différents pôles qu'on a dans la Naudière. Il y a plusieurs entreprises, mais je pense au Musée d'art de Joliette, je pense au Centre culturel des Jardins, je pense au festival. Ça crée un engouement, puis ça fait que la région ressort par rapport à d'autres sur l'offre de services culturels. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas négliger ça. En plus, du côté philanthropique, moi, je pense que j'ai toujours pensé que la communauté d'affaires a un devoir de soutenir, oui, des causes en santé et pour vaincre les différentes maladies, mais aussi au niveau culturel. Pour moi, c'est essentiel. Puis l'engagement que j'ai dans le secteur culturel, c'est pour ça. Donc, je ne suis pas un acteur ou un musicien manqué. J'ai vraiment juste l'ambition d'aider le secteur culturel à avoir un plus grand rayonnement. Donc, ce que je comprends, c'est que vous voulez apporter votre présence, votre prestance avec une nouvelle vision justement du festival et aider encore à amener le festival
à d'autres niveaux. À ce niveau-là, ben, je sais que justement, comme vous dites, Xavier puis Renaud vont sûrement nous parler du projet de la maison là, qui va être possiblement terminé en 2023. Mais je pense que ça va être une des réalisations que vous allez avoir sur votre présidence qui va être importante. Là. Je ne sais pas comment vont les travaux, là. Je sais qu'on entend un petit peu moins parler, mais je pense que c'est encore là une façon d'ancrer la culture dans la Naudière et d'ancrer le festival avec ce projet-là là, de maison permanente qui va avoir à Joliette. Donc, de faire vivre le festival un peu à l'année longue aussi via ce projet immobilier-là. Donc, oui, de revenir avec une offre après la pandémie, c'est un des points qui est important, d'améliorer l'expérience aussi de fréquentation de la région. Donc, oui, il y a le concert, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avant et après aussi le concert. Donc, on veut améliorer cette expérience-là. Puis, le projet de la maison de la musique, comme vous le mentionnez. Alors, on ne chômera pas là, dans la prochaine année au festival. OK. Est-ce qu'en principe, c'est un mandat d'1 an où vous avez négocié de dire, moi, je m'implique, mais il faut que ça fasse quand même 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'on amène des projets à terme? Parce que changer de direction... Oui, je pense que l'engagement des membres du CA est sur plusieurs années. En théorie, on doit toujours renouveler dans nos statuts et règlements les administrateurs à chaque année, mais on est là pour un bon petit bout de temps. C'est ça l'objectif. OK. À part le projet justement de la maison que vous avez dans le centre-ville, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous parler, que vous savez qui s'en vient? La programmation, j'imagine, la programmation, vous allez vous impliquer un petit peu, vous laissez aller Renaud et Xavier, là, 2 professionnels dans ça qui font des miracles, là, je vous dirais, avec la programmation. Mais sûrement que le président va avoir des petits coups de cœur ou des petites choses qui dit « Ah, j'aimerais ça, peut-être avoir ça » ou faire des petites suggestions, là, si au fil des années, vous avez peut-être des petites demandes que vous pourriez avoir au niveau de la programmation. C'est intéressant que vous mentionniez ça parce que justement, pas du tout. Je pense que c'est pas le rôle du conseil d'administration de se mêler de la programmation. Nous, c'est d'assurer la pérennité d'organisation, la santé financière, la bonne gouvernance. On a des experts en programmation, des gens qui mais même comme mélomane, même comme spectateur, auditeur, vous dites pas « Ah, ça serait le fun, j'ai vu ça » ou j'aimerais, ça serait une bonne idée ou suggérer des amalgames. Je parle comme tantôt que vous parliez de la programmation agrotourisme là, qui était vraiment passionnante cet été. Sûrement qu'au conseil, des fois, vous devez avoir des petits flashs ou des petites idées à donner à vos exécutants. Là. Non. La réponse est non. C'est un métier, programmer un festival. Oui. Et on peut pas s'improviser un programmateur. Puis moi, je vous dirais que même mon oreille musicale, je l'ai développée en fréquentant des festivals ou des différents concerts à Montréal ou partout. Puis aller dans un concert, puis ça, c'est peut-être intéressant pour les auditeurs, aller dans un concert, entendre des œuvres qu'on ne connaît pas, c'est exceptionnel. Alors oui, il y a toujours la 5e de Beethoven, il y a toujours des grandes œuvres que ça fait plaisir à entendre parce qu'on les connaît, mais quand on arrive avec une curiosité, on développe des nouveaux goûts. Alors, oui. C'est comme quand on va au restaurant, on essaie des nouvelles choses, finalement, ça devient notre plat préféré. Mais c'est la même chose aussi en musique. Il faut se laisser porter aussi par ce que le festival a à offrir. Moi, souvent, je me fais toujours un devoir d'aller au moins à un concert où je ne connais aucune des œuvres. Je pense que ça m'a développé l'oreille, puis j'invite les gens à faire ça bien humblement. Donc, on peut présumer qu'on va vous voir régulièrement l'été prochain à Joliette au festival, en tant qu'auditeur et en tant que président. Puis on va vous souhaiter, je pense, une belle carrière, une belle longévité avec le festival, dans les prochaines années et tout. Bien, merci pour votre temps, puis on se donne rendez-vous à partir du 7 juillet pour la prochaine édition. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Millard. Merci. Sur ce, allons à la pause. Voici les anniversaires pour ce 13 janvier, mais aussi pour le week-end prochain. Donc, 13 janvier, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jean Hérard et à Suzanne Lemonde. 14 janvier, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sylvain Massé. Et 15 janvier, dimanche, FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Normand Chevalier, à Claudette Gadouri. Et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à François Aubuchon et à Louise Romanel.
C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 janvier, ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Pour donner la parole à la population en matière d'éducation, on aura droit à 19 forums citoyens dans 18 villes du Québec. Parlons éducation invite en effet la population québécoise à prendre la parole au sujet de notre système d'éducation lors de 19 forums citoyens qui auront lieu dans 18 villes un peu partout au Québec du 10 mars au 13 juin. Parmi ces villes, à souligner Joliette, les 12 et 13 mai. Donc, c'est à retenir. Parlons éducation a été mis sur pied par 4 organisations citoyennes. Debout pour l'école, l'École ensemble, Je protège mon école publique et le Mouvement pour une école moderne et ouverte. C'est une initiative citoyenne indépendante du gouvernement, des partis politiques, des corporations et des associations. Elle repose sur le travail militant d'une centaine de personnes depuis plus d'une année. La démarche de Parlons éducation se veut rigoureuse et construite sur le dialogue, a déclaré Suzanne G. Chartrand, porte-parole de Parlons éducation. Elle poursuit, elle s'appuie sur une conception progressiste qui fait la promotion d'une éducation promouvant l'émancipation individuelle et collective. À ce sujet, écoutons Mme Chartrand. C'est une initiative qui a commencé, comme Jean le disait, il y a environ 2 ans, parce que j'avais 5 ans auparavant fondé le collectif citoyen Debout pour l'école, parce qu'en prenant ma retraite après 50 quelques années dans l'éducation, je trouvais que je ne pouvais pas me croiser les bras, ça allait trop mal, qu'il fallait faire quelque chose, il fallait que les gens se mobilisent. J'ai lancé un article dans Le Devoir et ça a répondu de façon massive et enthousiaste. Et donc, on a fondé le collectif, puis on a fait plein de tâches, dont la production de ce livre, que je vous invite à lire. Une autre école est possible et nécessaire. Et puis, après donc 5 ans, on s'est dit, du côté des pouvoirs politiques, ça ne bouge pas. Ça ne règle aucun des problèmes qui sont sur la place publique. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose comme citoyens et citoyennes. Et donc, on a proposé à 3 autres groupes citoyens, l'École ensemble, le Mémo, Je protège mon école publique, et nous-mêmes, de se mettre ensemble puis de joindre nos efforts pour lancer cette idée de forum citoyen Parlons éducation. On veut que toute la population de 14 à 102 ans, ou 105, ça dépend, puisse venir parler d'éducation, dire comment ils vivent ça, quels sont les problèmes qu'ils vivent, mais quelles sont les solutions et quelles sont les initiatives positives, parce qu'il y en a beaucoup qui se font autant dans les services de garde qu'en éducation professionnelle, pour parler de tous les secteurs. Alors, les problèmes, on les connaît pas mal. Ils sont même plutôt sur la place publique. Problème de pénurie d'enseignants, problème de surcharge de travail de tous les personnels scolaires, des employés de soutien jusqu'à la direction, en passant par tous les autres corps de métier, ou professionnels si vous voulez. Et puis, ces problèmes-là sont là. Vétusté des écoles, on en entend parler, Dieu merci, souvent. Et autre problème dont on parle moins, cependant, c'est à quoi sert l'école? Quel est le sens de l'école? Pourquoi les enfants sont obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans? Pour réussir? Réussir quoi? À faire de l'argent? Réussir à écraser le voisin? Non. Pour se développer, pour être heureux, pour apprendre à vivre en société et être capable, par les connaissances acquises par l'école et les compétences et les savoir-faire, être capable de comprendre le monde dans lequel ils sont et de vouloir le transformer autant que possible pour le meilleur de tout le monde. Alors, les problèmes sont là. Les solutions, tous les organismes qui travaillent au quotidien dans le monde de l'éducation, y compris ceux qui sont à l'extérieur, qu'on peut être juriste, ou qu'on peut être journaliste, ou qu'on peut être peu importe quoi, on est des citoyens et des citoyennes, et l'éducation, c'est le cœur d'une société. Donc, que l'éducation se porte bien, que les enfants apprennent à l'école, se développent à l'école, que les travailleurs et les travailleuses de l'éducation soient respectés et puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, c'est essentiel.
Alors, on a mis 5 comités sur pied. Le comité responsable des débats, alors c'est une douzaine de personnes qui ont travaillé à produire le document de participation, qui est celui-là, avec l'aide d'une autre dizaine de personnes, de membres de comités de soutien. Et notre travail à ces 2 comités-là, ça va être d'animer les forums citoyens dans les 19 forums et de prendre des notes et de voir ensuite à rédiger un rapport. Ensuite, il y a le comité d'organisation stratégique piloté par Jean Trudel qui vise à organiser, mais pas juste techniquement, mais stratégiquement, penser l'ensemble de l'opération et être en lien avec les comités régionaux des forums. Et puis, il y a le comité des communications piloté de main de maître par Mme Gaëlle Poirier qui est là, derrière, bravo Gaëlle. Et puis, il y a le comité jeunesse, et c'est 10-12 personnes. Vous avez le nom de tous les membres des comités dans le document qui s'appelle, où est-il, le document qui s'appelle membres des comités. Et alors, donc, ça fait pas mal de monde qui, de façon tout à fait bénévole et militante, depuis 2 ans, mettent leurs efforts pour pouvoir travailler ensemble et faire en sorte que la population soit présente dans les forums citoyens. Une chose importante à dire, l'opération Forum citoyen est une opération indépendante de tout autre organisme que les gens qui y travaillent individuellement de façon solidaire et militante. Donc, des partis politiques, des syndicats, des organisations populaires, des centres de recherche, on a une indépendance absolue et on y tient. Il y a aussi à dire que on n'est pas neutre. On a une vision de l'école, une vision émancipatrice pour l'émancipation individuelle et collective, et c'est à ça que devrait servir l'école. Et pour ça, il faut que les enfants qui fréquentent l'école développent un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qui vont leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils sont pour le changer, je me répète. Alors, j'ai le plaisir d'inviter toute la population à venir au forum. Ça sera 1 journée et demie, le vendredi soir et le samedi, et on pourra avoir toutes les informations bientôt sur le site. Allons maintenant à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 décembre, à 81 ans, est décédée Mme Huguette Grégoire, ex-régente des Filles d'Isabelle, ex-présidente de la FADOC de l'Île-du-Pas. Elle a aussi reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2017. Épouse de feu Denis Saint-Martin, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas. Lui a précédé son petit-fils Loïc. Elle laisse dans le deuil son demi de cœur Jean-Guy Clément, ses enfants Pierre Saint-Martin, Linda Laforêt, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses petits-enfants Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Cochesne, David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, ses arrière-petits-trésors Augustin et Amilou, Rose, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Grégoire, Rose Herbatte, Hélène Grégoire, Feu Bernard Lavallée, Thérèse Grégoire, Serge Lavallée, Pierrette Grégoire, Régent Saint-Martin, Armance Grégoire, Feu Jacques Sarrazin et son conjoint Jacques Forget, Charles Grégoire, Muriel Saint-Martin, Francine Grégoire, Feu Paul Brissette et son conjoint René Asselin, Gilles Grégoire, Claire Dubois, Régent Grégoire, Monique Desrochers, Alice Grégoire, Michel Lajeunesse, Serge Grégoire, Nancy McClellan, Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, la famille Clément, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 janvier, 9h30 dans l'église de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 11h. Les cendres de Mme Grégoire seront déposées au columbarium de Berthier. À la maison Adémar, Dion, le 24 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Janine Courchaine, épouse de feu Gérard Rouis, demeurant à Repentigny, native de Berthierville. Lui a précédé ses fils Martin et Michel. Elle laisse dans le deuil ses enfants,
Alain Rouis, Joanne Proux, Sylvie Rouis, Gabriel Plante, ses petits-enfants, les juniors Mélanie, Marc et Nicolas, son frère Viateur Rouis et son épouse Lise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 janvier au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour à 14h30. Subitement à son domicile, le 4 janvier à 64 ans, est décédé M. Daniel Potvin, époux de feu Lucie Larose, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil sa mère Lise Brazeau, feu Roger Potvin, ses filles Natacha Larose, Régis Beaulieu, Sabrina Potvin, Luc Richard, Patricia Gagné, ses petits-enfants Zachary, Maïka, Zachary, Michael, Darius, Benjamin, Maxime et Noémie. Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Nathalie Bombardier, Sylvain Bombardier, Raymond Bombardier, France Potvin, Ghislain Desmarais, Mélanie et Yvon Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 15 janvier, dimanche, dès midi, au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Un hommage à la chapelle du complexe suivra le même jour à 15h. À son domicile, le 6 janvier, à 78 ans, est décédé M. Albert Laprade, époux de Denise Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs, Françoise et Pierrette Laprade, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Junior Grégoire, France Bisson, Jean Grégoire, Nicole Coulombe, Pauline Grégoire, Françoise Grégoire, feu Robert Bouchard, Pierre Grégoire, Virginia Di Cambra, Simone Grégoire, Gaétan Robillard, sa nièce Sylvie Laprade, Daniel Champagne, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier de 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront donc les funérailles ce même jour dès 11h en l'église de Berthier. M. Laprade sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de -2, un temps ressenti de -9, environ 1 à 3 cm de neige. Vendredi soir, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de -4, un temps ressenti de -11, environ 1 cm de neige. Vendredi nuit, c'est du ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -17, pas de neige. Samedi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de -9, un temps ressenti de -16. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de -5, un temps ressenti de -10. Samedi soir, c'est dégagé, une température de -10, un temps ressenti de -16. Je vais couper une feuille de météo. Samedi nuit, ce sera un temps dégagé, une température de -14, un temps ressenti de -21. Dimanche matin, c'est ensoleillé, une température de -13, un temps ressenti de -20. Dimanche après-midi, c'est ensoleillé, une température de -7, un temps ressenti de -12. Le dimanche soir, c'est dégagé, une température de -12, un temps ressenti de -18. Dimanche nuit, c'est dégagé, une température de -15, un temps ressenti de -22. Et voilà, une belle fin de semaine en approche, pas de neige, profitez-en. Sur ce, on vous dit au revoir. C'est la fin du bulletin d'information de ce vendredi 13 janvier. Alain Bellumeur aux pépites qui vous invite à être des nôtres lundi prochain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Bon week-end!